La chronique développée donc dans les actes de l'université. Et puis nous allons commencer l'après-midi en français avec les différents intervenants de la table ronde. Mais en tout premier, nous allons avoir une introduction par Hervé Hanin qui va venir s'installer pendant que on écoute nos vignerons qui sont un peu partout dans le Languedoc, à qui on a posé la question de la valeur du discours. En introduction à Hervé. Un vigneron, déjà, n'aime pas trop parler, mais surtout travaille, en fait. Le discours, c'est dans les vignes. Donc voilà. On vous propose un breuvage que nous, on apprécie, mais c'est pas la peine d'en faire des tonnes, quoi. C'est vraiment la sincérité de la présentation du vin suffit. Enfin, pour moi, je pense. Hein. Et je suis pas trop dans le côté. L'histoire, elle se fait pas par rapport au discours qu'on a autour du vin. Elle se fait dans la bouteille. Elle se fait par rapport à notre parcours personnel qui nous permet d'arriver ici. Mais c'est pas le discours du vigneron doit rester minimaliste à mon avis. Après, il n'y a pas que faire le vin aussi. Après, il faut raconter l'histoire. Oui. Il faut prendre son petit bâton de pèlerin et voilà, oui. C'est encore un autre métier. Finalement, remettre ça dans le contexte d'une forme de bon vivre à la française, bien boire, bien manger. Finalement, c'est représentatif de notre fameux French Paradox. Même si on vit un peu chichement, mais on mange richement. Nous, on a quand même la chance d'être sur des réseaux un petit peu parallèles aux grands réseaux traditionnels, des gros marchés, etc. On se situe quand même, nous, sur des niches, quoi, des marchés de niche. Pour information, on produit à peu près 40 à 50 000 bouteilles avec 15 hectares. Donc, on est sur des rendements moyens de 20, 25 hectolitres par hectare. On est vraiment sur des marchés de niche, c'est souvent des micro-cuvées, donc on n'a pas forcément beaucoup de produits à diffuser, donc autant bien les diffuser. Donc on peut déjà cibler une clientèle beaucoup plus qui recherche aussi une originalité dans les produits, une spécificité, une minéralité, etc. Tout ce qu'on arrive à ramener au travers d'une viticulture, on va dire, originelle, le meilleur facteur, le meilleur vecteur, c'est la bouteille, et en plus, la bouteille vide. Le fait d'être français, pour moi, est un grand atout quasiment partout. Même si on voit que des pays du Nouveau Monde commencent à arriver sur les marchés, etc. Je crois que la France garde quand même une belle attractivité. Je pense que les étrangers, ils aiment aussi beaucoup le côté des maisons familiales, le côté de la transmission de plusieurs générations. C'est des histoires qui les intéressent. Et puis à l'étranger, ils ont envie qu'on leur raconte aussi l'histoire de ce qu'on a fait, d'où on vient, de comment on l'a fait. Et ça, c'est extrêmement important. Donc on essaye, si ça peut être du marketing, en fait, c'est juste raconter qui on est, mais de le présenter de manière à avoir ce point d'accroche un peu. Et sur l'accueil et sur la communication qu'on a à faire sur le vin, à Languedoc, on a des progrès à faire, on a des choses à apprendre des autres régions viticoles. Quelque part, M. Dreyfus, je pense, de ce côté-là, m'a appris des choses, d'essayer en tout cas de caler le bon mot à ce qu'on veut dire. C'est dur, hein. On est le vignoble le plus vieux du monde, hein. Mais on est à la préhistoire de la communication. Alors, Éric Ajorc et Philippe Sicard font bien le lien avec la communication et le marketing. Trouver le mot juste sur ce que l'on veut dire, hein, ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire qu'on attend de la sincérité, de l'authenticité dans le discours et qu'on ne supporte plus les superlatifs qui sentent le faux. Hein. Donc, pour commencer cet après-midi, l'intervention de Hervé Hanin, directeur de développement de l'Institut des hautes études de la vigne et du vin de Supagro Montpellier, qui est partenaire depuis le début de cette université, de façon amicale et informelle au départ, mais de plus en plus formelle, puisque cette année, on a travaillé ensemble sur cette préparation avec les étudiants de Supagro. Mais je trouvais ça sympathique de rappeler ce que Hervé Hanin, qui a donc fait toutes les universités moins une, disait en 2007, la qualité est-elle un devoir ?
Donc, sur son intervention, il disait alors « L'objectif est de dépasser 2 idées reçues. Premièrement, un produit marketing serait un produit de mauvaise qualité, mais bien présenté. Deuxièmement, un produit de qualité parle de lui-même et n'a pas besoin de marketing. Selon cette idée, il serait même presque perverti par trop de communication et une mauvaise communication. » Et ça, c'était il y a 10 ans, 2007. Hervé, tu prends le micro, on t'écoute pour faire cette introduction au débat sur les valeurs du vin. Merci Nadine, merci aussi de nous rappeler qu'on prend une année de plus à chaque université. Mais en tout cas, on prend toujours aussi un plaisir renouvelé à venir essayer d'échanger ici. Et c'est vraiment le sens de notre intervention, en tout cas au titre de Montpellier Supagro, c'est de contribuer modestement et d'échanger avec beaucoup de professionnels, de vignerons. Et c'est toujours extrêmement intéressant. Merci Nadine d'entretenir cette mémoire. Donc, je m'étais dit en tout cas qu'on continuerait ce partenariat le plus longtemps possible, et en tout cas au moins le temps que Nadine accepte qu'on parle un minimum d'anglais. Alors c'est pas par une fascination pour l'anglais ou l'américain que très modestement je ne parle pas non plus très bien, mais en tout cas c'est avec la conviction qu'il y a des mots comme le marketing, eh bien c'est des mots qu'il faut pas chercher à traduire parce que sinon on ne comprend plus l'idéologie américaine qui était extrêmement culturelle, qui était extrêmement fondatrice, et je parle sous le regard extrêmement aigu de Peter qui connaît l'anglais, il connaît aussi l'américain, mais il est fondamentalement anglais, il nous a vraiment gratifié d'une excellente intervention ce matin. Et je vois que là, ça a dépassé toutes mes espérances cette année, puisque Nadine d'elle-même m'a demandé de parler de storytelling. Alors vous imaginez, sans me le donner en occitan, c'était absolument intéressant. Voilà, en tout cas, on va essayer effectivement de parler de ça dans cet esprit, c'est-à-dire que vous avez compris, il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit d'essayer de réfléchir ensemble à comment essayer d'inventer finalement. Je crois que c'est ce qu'on fait ici. C'est pour ça qu'on aime bien cette université, c'est je crois qu'on contribue à inventer un petit peu une forme de marketing du vin. Le vin dont on sait maintenant qu'il ne peut pas se passer de marketing, mais qu'en tout cas, il n'a pas besoin d'un marketing déjà tout prêt, préétabli, inventé par les lessiviers. Il a besoin de s'inventer sa propre personnalité et on essaie d'y contribuer. Et on va essayer de voir en particulier là, ce qu'on peut attendre eh bien, de ce que nous apportent des gens qui parlent de storytelling, par exemple, quelle que soit leur idéologie première. En tout cas, avant le mot storytelling, on s'est entendu sur un mot qui est plus français, qui est le mot du discours. Et on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses à creuser dans cette notion de discours qui est assez fondatrice du marketing. Et d'abord parce que le discours, c'est un vecteur d'information. C'est le vecteur de la formation aussi. Les profs ont ce gros défaut de faire des discours. Je vais essayer d'en faire un pas trop long. Et de la communication. Et de toute façon, le vin, c'est un produit culturel. Alors ça serait quand même un petit peu incohérent que de clamer d'un côté que le vin est un produit culturel et de ne pas partager un minimum cette culture. Et comment le faire autrement que par un certain discours, quel qu'en soit le média. Ça peut être sous forme orale ou écrite, mais en tout cas, c'est un discours. Quand on dit que le vin est un produit culturel, on sait aussi que ça ne veut pas dire que c'est un produit à mettre dans les musées. Les musées sont d'ordre culturel, mais le Shazam que connaissent bien les jeunes d'aujourd'hui, qui permet de reconnaître et de donner un titre à n'importe quelle musique que l'on peut entendre, relève aussi du culturel. Il existe peut-être déjà des formes de Shazam du vin qui nous interrogent beaucoup en termes de discours. C'est-à-dire que demain, et aujourd'hui peut-être déjà, des Tagawine, des choses comme ça, sont des entreprises qui nous proposent de reconnaître des vins, d'identifier des vins, de développer un discours sur le vin d'une façon presque un peu robotisée, mais en tout cas à laquelle il serait probablement tout à fait malvenu de vouloir se tenir complètement à l'écart. Par ailleurs, on sait aussi que le vin emprunte aussi beaucoup dans sa culture au sacré. Alors le sacré, en général, c'est quelque chose qui appelle une communication, là je vais faire bondir encore Nadine, je la provoque un petit peu, discrète, j'aime bien dire low-key, de façon à préserver toute cette dimension noble et sacrée à la fois. Le problème, c'est que quand on est trop discret en matière de vin, on peut frustrer aussi le consommateur et le client. Il est peut-être en demande de quelque chose, finalement, de plus intéressant. Il nous demande peut-être plus que ce qu'on lui offre. Et par ailleurs, si on lui offre rien, il y a toujours un risque à ce qu'il se fasse son histoire lui-même. Et comme il ne connaît pas très très bien le vin, on le sait, ça a été dit plusieurs fois encore aujourd'hui,
le risque, c'est qu'il se fasse une histoire qui ne soit pas très belle. Et donc, tout ça, ça milite dans le sens, peut-être, de créer quand même et de lui proposer des histoires. Alors, en marketing, on sait que le vin, le discours sur le vin, en général, ça s'apparente plutôt, ça relève plutôt des stratégies de différenciation. C'est-à-dire, on essaie de proposer une différence par rapport aux autres. Peter l'a expliqué bien ce matin. C'est quoi votre différence quand on vous met à côté de 300 autres références dans un rayon? Qu'est-ce que vous avez à proposer de plus, de différent? Eh bien, cette différenciation-là est assez consubstantielle d'un discours. En effet, dans l'autre stratégie qui consiste à faire le moins cher possible, eh bien là, c'est le prix qui parle de lui-même. On se dit, à ce prix-là, on ne trouvera pas mieux. Donc, évidemment, ça parle, mais ça ne parle que de prix. En réalité, en marketing, pour ceux qui ont fait un petit peu, vous reconnaissez les 4 P du marketing mix, en tout cas de McCarthy, eh bien, on s'aperçoit que le discours, il est présent partout. Dans le produit, sur l'étiquette, déjà, il y a un discours qui est véhiculé, on en redira un mot tout à l'heure. Les prix parlent d'eux-mêmes. Un vin avec un prix très bas, ça parle. Un vin avec un prix très haut, Gilles Moreau l'a présenté ce matin, ça parle aussi. Un bon rapport qualité-prix, ça parle. La distribution, vous voyez bien la différence qu'il peut y avoir quand le mode de distribution est non pas en libre service, mais avec un vendeur qui va vous développer un discours. Un caviste a des tas de choses à raconter qu'on ne va pas trouver tout seul et qu'on ne trouvera même pas dans le guide Hachette ou le guide Béthane Dessau. On va retrouver des choses qu'il va nous dire, qu'il va nous confier parce qu'il connaît personnellement tel ou tel propriétaire de château ou telle ou telle coopérative. Le sommelier aussi a des choses à nous dire. Et ça relève bien sûr de cette distribution. Et la communication en général, que ce soit la publicité, la promotion des ventes, et une forme que j'aime encore mieux sans doute, qui est celle du marketing direct et du one-to-one marketing, comme on pourrait dire, pour faire plaisir à Nadine, pour vérifier si elle fait la sieste. Non, elle est toujours bien éveillée, là, c'est sûr, parce qu'elle me fait des menaces terribles, qu'on va traduire par un mot encore plus joli en français. Cette fois, là, il faut le traduire en français, parce que one-to-one, ça veut dire quelque chose, mais en français, on aime bien le traduire en marketing relationnel. Et moi, j'aime beaucoup cette traduction. En tout cas, vous comprenez l'enjeu. Si vous comprenez que le vin, sa valeur peut varier de 1 à, j'allais dire, à 100 000, parce que j'ai appris le prix d'un cheval blanc en 1948 récemment. Et voilà, donc là, vraiment, on peut se dire que la valeur du vin, ça peut varier de 1 à 100 000, ce qui n'a pas d'équivalent dans tout le reste de l'agroalimentaire, hein. Entre un camembert en plâtre et un camembert moulé à la louche, tout ce que vous avez de plus au lait cru possible et d'appellation, vous avez un rapport de 1 à 10, ça va être le bout du monde. 100 000, c'est pas possible de le trouver. Vous voyez que l'enjeu est énorme. Petite difficulté ou chose trappe dans l'élaboration du discours, eh bien, c'est que le niveau de culture de nos citoyens, de nos consommateurs, de nos clients est quand même très différent. Or, comment on peut avoir un discours qui porte avec des gens qui ont une culture aussi différente? Il va falloir cibler ce discours. Et je ne sais pas si je fais partie des idiots internationaux dont parlait notre ami Alan à l'instant, mais en tout cas, on est tous pris dans cette globalisation terrible qui fait que c'est quoi? Ça va être quoi le discours qui pourrait à la fois intéresser un étudiant ici à Ferrals-les-Corbières, un vigneron et un consommateur coréen sur une étiquette? C'est ça aujourd'hui la globalisation, avec le risque effectivement de niveler d'une façon qui ne nous fait pas plaisir. Autre petite question, on a une stratégie nationale depuis toujours qui est tout à fait intéressante parce qu'elle consiste à différencier les vins par nos terroirs, par nos appellations. On a aujourd'hui 93% de la production française qui est en indication géographique. Donc ça, c'est vraiment un terreau extraordinaire pour aller communiquer sur des différenciations. Mais le problème, c'est comment communiquer sur le terroir quand la définition du terroir elle-même, même normalisée par l'OIV, comme le disait Alan à l'instant, est quand même difficile à appréhender parce que c'est une définition qui est complexe à comprendre, qui est très interdisciplinaire, dans laquelle chacun comprend un peu ce qu'il veut. Et puis, la géographie, surtout pour un public international, n'est pas toujours très bien connue, très bien maîtrisée pour bien saisir ce que l'on veut dire quand on parle de ces différents terroirs. Autre petite difficulté, on a ce statut un peu magique et sacré du vin qui ne facilite pas le discours. Alors on peut, et les médias sont tombés dans ce travers trop souvent, c'est-à-dire présenter des sommeliers comme des magiciens, des gens qui reconnaissent l'année, le château, le terroir à 15 mètres, en ayant simplement plongé leur nez dedans. Ça, c'était sympa, c'est joli comme numéro de cirque, mais ça fait surtout beaucoup de mal, je pense, au secteur du vin, puisque chacun s'est dit, mais là,
c'est absolument inaccessible pour moi. Et ça, au lieu de se rapprocher du secteur du vin, je crois que ça a fait fuir beaucoup de consommateurs. Alors, les discours poétiques, c'est toujours sympa, mais pour ceux qui aiment la poésie, parce que sinon, c'est un peu abscon. Les discours scientifiques sur le vin nous posent une vraie question, et vous comprenez bien que là, je parle avec ma casquette aussi Montpellier Supagro, enseignement supérieur, recherche. C'est compliqué d'avoir un discours scientifique vis-à-vis des consommateurs. Si on n'est pas assez scientifique, on a l'impression de leur mentir. Si on est trop scientifique, on a l'impression de ne pas être compris. C'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, Brassens a dit ça beaucoup mieux que moi quand il disait, voilà, écoutez cette magnifique chanson qui est le Grand Pan, dans laquelle il dit la bande au professeur Nimbus est arrivée, au fond qui a tué Bacchus et tous les dieux. Hein. La chute, c'est Bacchus est alcoolique et le Grand Pan est mort. Voilà. Ce qui est une vraie question philosophique. Jusqu'où la science doit-elle aller en matière de vin et à quel moment elle doit s'effacer vis-à-vis de la mythologie et peut-être d'autres valeurs. En tout cas, on a une vraie question vis-à-vis de l'innovation, vous le savez bien. On a envie d'expliquer aux consommateurs à quel point l'innovation est salvatrice, est importante. Sans innovation, on n'aurait jamais vaincu le phylloxéra. Et depuis, on n'a fait que améliorer. Alors on peut discuter, parfois il ne faut pas aller trop loin. Il faut s'interroger sur l'éthique, sur la bioéthique. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec la science. Sans conscience, on sait quelle ruine de l'âme cela représente. Mais en même temps, sans innovation, on n'aurait jamais pu avancer. Et on a un mal fou à essayer de se résoudre à parler d'innovation aux consommateurs, parce qu'on a l'impression qu'on va lui faire peur. Si on lui parle de génétique, on sait qu'il va penser aux GM tout de suite, et on se dit, faut mieux pas lui en parler. Mais si on ne lui en parle pas, c'est peut-être pas très malin. Parce que le consommateur, il est peut-être un peu ignorant sur le vin, mais il n'est pas idiot. Et on risque de le payer un jour ou l'autre. Alors, j'ai identifié quelques grands types de discours sur le vin dans ce contexte un petit peu difficile, bourré de choses trappes, comme vous avez compris. Alors, il y en a qui ont bien compris comment ne pas se prendre les pieds dans le tapis, c'est la grande distribution. Quand vous faites tout en libre service, ben finalement, vous n'avez plus de discours. Vous n'avez plus que ce qu'il y a sur l'étiquette. Alors, peu de discours oral, il n'y a plus que l'étiquette, et on a bien vu aussi ce matin, Peter nous a expliqué la vraie difficulté quand on fait une étiquette un peu qui nous ressemble, qui est sympa, qui est jolie, à quel point on risque d'être complètement décalé avec les attentes. Et on a un discours souvent froid, pas assez explicite, souvent pas assez différenciant par rapport à ce qu'il y a dans le rayon. Alors on essaie de compenser ça, la grande distribution s'est posé des tas de questions, des bornes interactives, des wine woo, etc. Tout ça est quand même un peu balbutiant et bien souvent, il faut bien le dire, un petit peu décevant. Alors il y a le discours suggéré. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'il suggère des choses. Bien sûr, Auchan nous suggère que Pierre Chanot est un sommelier extrêmement pointu, mais bien sûr, comme le buzz va vite, tout le monde sait que ça n'est que l'anagramme de Auchan, ce Pierre Chanot qui n'a jamais existé. On nous suggère qu'il pourrait y avoir un baron de l'Estac qui a aussi peut-être un anagramme de Castel, ça pourrait être, oui, ça marche bien. Voilà. Mais qui nous dit quand même que ce n'est pas que du Bordeaux. Ce Bordeaux, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Donc il y a quelqu'un derrière, il y a un baron, un château, ça fait beaucoup de monde, pour peut-être quelque chose d'assez virtuel, mais c'est très moderne d'être virtuel, vous le savez. On peut suggérer une appellation aussi. Le mot pape dans un nom de marque, c'est quand même assez magique, il faut reconnaître. Et puis il y a des tas de gens qui jouent à ça, à singer, à faire croire que leur vin de propriété, il a presque le même nom que le vin de négoce qu'ils font à côté, etc. Tout ça, c'est facilitateur de vente, mais c'est peut-être aussi parfois des bombes à retardement. En tout cas, c'est la question que je me pose, mais que je vous pose et que je vous encourage à ce que l'on se pose collectivement. Il y a un discours aussi un peu expert, organoleptique. Alors là, je vois le professeur d'onologie qui se rapproche de moi et qui va peut-être me faire peur, mais vous voyez bien comment ce discours, quand on est un peu familier, qu'on a fait un peu d'études, d'agro, œno, tout ça, on est à l'aise avec ces remarques, ces discours sur les notes de petits fruits noirs, le fruit présent, le superbe équilibre, la finale soyeuse et la bonne longueur. Tout ça, c'est magique pour les gens qui s'y connaissent et c'est absolument terrible pour les gens qui ne connaissent pas. Ils se disent, mais de quoi ils nous parlent ? Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire quand la structure tannique révèle un superbe équilibre. Et c'est une vraie question dans la création du discours. Alors, il y a aussi les discours qui sont délégués, j'allais dire confisqués peut-être, mais à des journalistes, à des prescripteurs, des gens qui sont très précieux, parce qu'ils parlent mieux que nous, sans doute, du vin, parce qu'ils connaissent mieux le marché, et c'est intéressant parce qu'ils valorisent les produits. Mais je vais dire, attention fragile, comment est-ce qu'on maîtrise ces gens-là ? Mettons-nous à leur place, c'est des gens qui sont payés aussi pour faire des découvertes. Ces gens qui ont des marottes, ces gens qui
ont envie d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a des mouvements, il y a des signaux faibles qui s'expriment. Et si on est dans la ligne, à ce moment-là, on les intéresse beaucoup. Si on n'est plus dans la ligne, on les intéresse beaucoup moins. Et puis, ils ne peuvent pas répéter toutes les semaines dans le même journal qu'ils ont découvert votre vin et qu'il est merveilleux. Au bout d'un moment, ils vous ont adoré la semaine dernière, mais maintenant, ils passent à autre chose. Et comment vous allez faire pour vous intéresser sur la durée? Ça va être autre chose. Et on peut se demander si on n'assiste pas, là, dans ce monde du vin, à des choses qu'on connaît bien dans le showbiz aujourd'hui. Avant, à ma génération, un artiste, il était chanteur pour 40 ans. Aujourd'hui, un chanteur, il est chanteur pour 2 mois. S'il fait 2 mois sur le net, il est repéré par un label, et il a encore droit à 4 mois de plus, puis après, plus personne n'en entend parler, c'est terminé. Et à ce moment-là, comment on fait? On laisse dire les influenceurs, on essaie d'influencer les influenceurs. Vous voyez bien que c'est difficile d'échapper au marketing, quand même. OK. Alors, un 5e type, c'est aussi le discours des producteurs. Alors ça, c'est un discours authentique. Quand on l'entend, et parfois même en occitan, en catalan, voilà, on se dit là... Mais quand on regarde, on est parfois un petit peu frustré. On se dit, c'est comme s'ils rentraient souvent dans une espèce d'archétype et qui ne reflètent pas la diversité, la richesse de tout ce que ces familles, tout ce que ces exploitations, tout ce que ces entreprises ont à nous dire. Dès qu'on les connaît un peu, moi qui ai un petit peu maintenant d'expérience, un petit peu de bouteilles, un grand nombre de copains dans le secteur, ils ont plein de choses à me dire extraordinaires. Et puis on ne retrouve pas ça. On ne sait pas comment ils médiatisent ça. Ils ne médiatisent pas bien d'ailleurs. Et de sorte que quand l'occasion leur est donnée de médiatiser, on a l'impression qu'ils se fondent dans des discours un peu stéréotypés. Soit le discours d'artiste, je fais mon vin tel que je le sens. Alors voilà. Alors c'est pas mal parce qu'il y a tout un système dans lequel les journalistes aussi deviennent critiques d'art, ils critiquent ça. Et chacun se reconnaît dans cette espèce d'archétype. Pour moi, je pense qu'on peut faire mieux. Alors, il y a un truc qui se vend bien aussi, c'est le saga familial, parce que ça, le consommateur reconnaît bien quelque chose qu'il aime bien, finalement, cette espèce de saga qui ressemble peut-être à ce qu'on voit dans les séries télévisées ou des choses comme ça. Il y a un discours qui me frustre un peu, c'est que ces discours collectifs que je pense voir de plus en plus difficilement émerger, que ce soit le discours sur l'appartenance à une appellation. C'est pas rien d'appartenir à une appellation. C'est extraordinaire d'appartenir à une appellation. La naissance des appellations, on a oublié l'histoire. Là, on a une responsabilité, sans doute, dans nos écoles. Mais il faudrait peut-être qu'on insiste là-dessus. Sur toutes ces manœuvres collectives, je parle des appellations, je pourrais dire autant des coopératives, toutes ces entreprises qui sont autre chose que simplement un travail d'artiste qui est formidable, parfois. Hein. Mais on a du mal à le faire passer comme quelque chose de joli, de vendeur, d'agréable, et de bien perçu par les consommateurs. Il y a des tas d'expériences qui sont intéressantes dans ce domaine-là. Je pourrais les développer éventuellement. Je vois qu'à Montpérou, on a fait un travail intéressant. J'ai appris que la cave de Saumur fait aussi des choses intéressantes en matière de discours. Mais là aussi, je pense qu'il y a des choses à faire. Alors, il y a le discours négociant. C'est pas rien d'être négociant. C'est un vrai travail de sélection de l'offre. C'est un vrai travail d'assemblage. Et bizarrement, c'est pas tellement là-dessus qu'insistent les discours des négociants. Souvent, ils se déguisent en producteurs qu'ils sont d'ailleurs, authentiquement, bien souvent. Les négociants sont souvent producteurs. Les producteurs sont souvent négociants, mais les négociants sont souvent producteurs. Encore plus souvent. Le sens de leur discours, c'est un discours d'abord de producteur. Je suis authentique parce que je produis moi-même du vin. Mais on a du mal à voir apparaître ce vrai savoir-faire qu'ils ont par ailleurs, mais qu'ils ne développent pas bien. Alors que dans d'autres pays, je voyais sur une bouteille de vin canadien, quelque chose que j'aime bien présenter parce que c'est en rupture complète avec ce qu'on connaît ici. Quelqu'un qui se présente comme le Jacques Vabre du vin, qui nous dit, moi, mais je ne sais pas si vous voyez bien sur le truc, mais c'est Grapes from Vineyards in Argentina, California, and BC, the Okanagan Valley. Ça veut dire, moi, Jacques Vabre du vin, je suis allé chercher les meilleurs syrahs en Okanagan Valley, en Californie et en Argentine. Ça, c'est un discours, il faut l'assumer. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, typiquement, voilà des choses qui relèvent d'un discours un peu inattendu, mais en tout cas qui ressemble à un discours de négociant. Le 8e et dernier discours que j'ai identifié, c'est les discours digitaux sur les sites marchands. Alors là, on peut se dire, c'est virtuel, on a de la place, on peut raconter, enfin, on peut s'exprimer. C'est extrêmement décevant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très décevant. On a la même chose que sur les catalogues des foires aux vins d'Intermarché ou de Carrefour. Bien souvent, c'est-à-dire qu'on ne profite pas des aspects véritablement interactifs, véritablement digitaux. Je pense qu'il y a un grand travail à faire. Donc, il me semble, compte tenu de ça, que, et c'est un peu la réflexion qu'on peut avoir,
que finalement, il faut vraiment travailler les apports potentiels du storytelling. Storytelling, il ne faut pas avoir peur du mot, il faut le traduire en occitan si vous voulez, ou en français, c'est pas grave. L'important, c'est de raconter des histoires et de ne pas avoir peur de mêler aussi une émotion, parce qu'avec l'émotion, il ne faut pas que ce soit de la manipulation, on est bien d'accord. Mais cette émotion, ça peut aussi faire partie de la même émotion que l'on va avoir quand on va déguster du vin, quand on va rencontrer un vigneron, quand on va pénétrer dans une cave. C'est bien de pouvoir essayer d'intégrer dans ce discours ces affaires un peu émotionnelles. Et c'est vrai qu'il y a l'exemple que j'aime bien, c'est que quand l'abbé Pierre dit en 54, ce matin, une femme est morte gelée sur les trottoirs de Paris, ben, c'est pas pareil que s'il avait dit, il a fait froid cette nuit. Là, l'émotion n'est pas la même. Eh bien, on a le droit de raconter des histoires. Et le monde du vin aujourd'hui découvre un petit peu ça, comment on peut renforcer l'adhésion du public, comment on peut associer le client, le prospect, sans pour autant manipuler. Il faut absolument faire attention de ne pas manipuler le client. Je pense que ça serait... D'ailleurs, beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. Je vous passe une diapo. Christian Salmon a écrit un bouquin là-dessus, sur la dérive du storytelling, raconter une histoire fausse, le capitalisme triomphant, l'incroyable hold-up sur l'imagination des humains. Bref, c'est pas faux tout ça, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Mais en même temps, il ne faut pas oublier probablement les vertus du storytelling. Voilà. Surtout, il faut associer les consommateurs à cette histoire. Le consommateur a envie de faire partie de l'histoire. Il faut arrêter de penser que la culture du vin, c'est la culture des producteurs. Ce n'est pas que les producteurs. Les producteurs, s'ils produisaient un vin qui était consommé par personne, eh ben, ça donnerait quoi? Les consommateurs, y compris dans leur ignorance, y compris dans leur maladresse, font partie de cette culture du vin. Les distributeurs font partie de cette culture du vin. Et à force d'avoir un petit peu exclu ce monde, à force d'avoir donné la parole, d'avoir peut-être hypertrophié la parole à l'amont, aux œnologues, aux spécialistes, eh bien, on est peut-être passé à côté de quelque chose qui, avec le digital, avec le storytelling, peut aujourd'hui peut-être être de nouveau davantage partagé. Alors là, j'ai un collègue, je reviendrai un peu là-dessus, qui a travaillé un peu, qui a expliqué comment même les étiquettes elles-mêmes peuvent être des vecteurs de storytelling. Il a décomposé, il a identifié à travers les étiquettes comment on a différents styles de storytelling. Le producteur culture, le producteur nature, le lieu de production culture, le lieu de production nature. Mais il a vu aussi qu'aux États-Unis, on était capable d'avoir des storytelling qui sont orientés consommateurs, avec plaisir individuel, maîtrisé, plaisir individuel débridé, c'est la deuxième. Plaisir partagé maîtrisé, là c'est vraiment Besame et Mucho, c'est vraiment le vin des amoureux. Et le plaisir partagé débridé, celui de la fête, celui que Nadine aime tellement. Alors, ouais, chose qui va vraiment interloquer, c'est... J'ai vu que notre célèbre prix Nobel, maintenant, Bob Dylan, a fait un partenariat avec un vigneron de Montepulciano en Italie. Et je me suis dit, mais ça, quand même, c'est assez curieux comme histoire. Donc, c'est vraiment... Et ça insiste à réfléchir. À la fois, en termes de notoriété, c'est gagné. Si vous tapez ce vin et vous voyez Bob Dylan, évidemment que vous n'oublierez pas ce nom-là. En même temps, en termes d'image, vous vous dites, mais Dylan, il n'a jamais rien fait dans le vin. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pas très crédible, ça semble... un peu bizarre. Quelque part, ça fausse un peu l'idée. Mais en tout cas, ça fait réfléchir. Et je me dis, mais ce chanteur qui doit avoir quelques milliers, quelques millions de fans, y compris dans les clients de ce château, au fond, ils auraient reproché à ce producteur de jamais leur avoir dit qu'il avait fait un partenariat, qu'il avait intéressé Bob Dylan, qu'il avait été dans cette dynamique. Et je crois, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Je me dis... Dans chaque producteur, chaque metteur en marché devrait se dire, mais en quoi je frustre chacun de mes consommateurs à chaque fois que je lui cache quelque chose que je pourrais lui faire passer à travers un discours. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas, puisqu'on me dit que je suis déjà aux limites du temps. Voilà pour introduire un peu cette table ronde sur le discours et le rôle des discours dans le vin. Je vous remercie de votre attention. Si... Hervé, juste une remarque au passage dans ce que tu as dit, puisque tu parles du digital. On en a parlé aussi ce matin, mais c'est une question. Est-ce que l'émotion passe aussi par le digital? Peut passer par le digital? C'est une vraie question. Je crois que plus ça va, plus j'en suis persuadé. Je suis persuadé, ce qui n'est pas par une expérience personnelle évidente, parce que je suis plutôt d'une génération qui a découvert, qui a subi, qui n'a pas été bercée par le digital. Et donc, je me suis posé toutes ces questions-là. Et je pense que, bien sûr, le digital
très rapidement, n'est plus un problème pour des générations qui viennent. C'est-à-dire que ça devient... Non, je veux dire, est-ce que le digital peut provoquer l'émotion? C'est-à-dire que quelqu'un tout seul, là, devant son écran... Le digital ne peut pas en soi provoquer l'émotion, mais il peut être un des vecteurs d'informations, de discours qui, eux, vont provoquer l'émotion sans aucun problème. Je reprends l'exemple du... D'accord. À mon avis, C'est une question de communication. C'est ma conviction. Ça devient, ça devient quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que le consommateur moderne peut ne plus reconnaître. Et la question peut même être plus finalement prise à l'envers. C'est-à-dire la question, je parlais du Shazam du vin tout à l'heure, on pourrait se dire, mais moi je refuse ça. Franchement, mon vin n'a rien à voir avec ces histoires numériques de Shazam, de trucs, effectivement, dont on n'est pas sûr qu'ils payent bien leurs impôts comme il faut et tout ça aujourd'hui, tous ces gens-là, bref, j'en sais rien. Et en même temps, la question, c'est peut-être à l'envers, c'est-à-dire, est-ce que mon vin peut exister demain si je ne suis pas reconnaissable sur le Shazam du vin? Oui, là, on et est à ce d'accord. moment-là, l'émotion de mon vin, il faudra qu'elle soit passée par le fait que je suis référencé. Comme aujourd'hui, c'est compliqué d'être lu si on n'est pas en page 1 du moteur de recherche. On est d'accord. Ça devient un petit peu ça. Mais en bon, soi, le digital n'est pas un moteur d'émotion. Ici, avec un public attentif, on a des intervenants qui lisent leur résumé et on sent que dans la salle, il y a une écoute attentive. Mais voilà. Et ceux qui savent, comme toi d'ailleurs, très bien animer, Peter, enfin, les personnes qui sont passées ce matin, la salle réagit. Donc là, je parle bien d'émotion. C'est-à-dire, c'est une question. Est-ce qu'un ordinateur ou un téléphone avec un grand écran peut provoquer une émotion qu'avec des mots? Il faut qu'ils soient forts, ces mots. Hein. Bon, enfin, on en débattra tout à l'heure avec la suite et la table ronde. Je vais juste faire un petit changement dans mon programme des vidéos pour justement vous montrer. Vous avez vu ce matin qu'un des vignerons n'est pas vigneron, puisque c'est Jean-Claude Dreyfus, acteur de théâtre, de cinéma, connu pour quelques publicités qu'il a pu faire. Et il a choisi, enfin ça s'est fait en accord avec un vigneron, il a choisi donc de promouvoir les vins du domaine Sicard. Donc on a demandé à Jean-Claude Dreyfus pourquoi, comment s'était fait ce partenariat. Donc c'est aussi dans les Volem al País, c'était prévu un petit peu plus tard, mais on va le regarder maintenant. C'est pas Léonard Cohen, mais quand même. On a une belle vigne devant chez nous, en fait. Mais pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, j'ai rencontré des vignerons en me disant, tiens, peut-être ça se pourrait être bien dans le coin si j'avais quelques bouteilles, quoi, qui être ambassadeur d'un vigneron. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Philippe Sicard. On s'est hyper bien entendu parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un amoureux de la vigne. Et tout d'un coup, il m'a mis un petit bout de terre qui n'est pas à moi, hein, qui est à lui. Je ne fais qu'être ambassadeur avec, vous avez vu, la petite sculpture, ce machin gravé. Voilà, on fait des fêtes de temps en temps. Et on a commencé par faire la rosée cochonne. Maintenant, il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Et puis, on a fait cette année, je crois que c'est la première année ou la deuxième année qu'on fait le pinard, c'est pas du cochon, c'est de l'arbre, le vin rouge, voilà. Et puis je me suis arrêté à Philippe Sicard parce que il est tellement plein d'amour de ses vignes. J'en ai vu d'autres, hein, qui étaient aussi sûrement des superbes vignerons, mais qui se la jouaient un peu parfois, qui étaient un peu compliqués, etc. Moi, j'essaie de démarcher pour monter à Paris, dans des restaurants. C'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que malgré tout, même s'il a des belles vignes, si ça marche bien, son vin, malgré tout, je vois dans les restaurants à Paris que je connais, je leur fais goûter, je leur ai donné des bouteilles, du rouge, du rosé. Ah, il est très bon, ils aiment beaucoup ce vin, et puis ils veulent en acheter 2 cartons. Qu'est-ce qu'on va faire 2 cartons? Les envoyer par la poste, c'est encore plus cher que ce que ça vaut. Alors il y en a 1 ou 2 qui ont acheté une palette. Et là, c'est évident que j'ai proposé pour le rosé à Philippe Sicard d'appeler ça la rosée cochonne, parce que ça fait partie de ma collection, en gros. Et puis j'ai trouvé un nom plus compliqué et plus long. Alors c'était peut-être un peu plus délicat, parce que le long est plus long. Le pinard, c'est pas du cochon, mais c'est de l'art. Je trouve que c'est une jolie phrase qui correspond bien justement au travail et à l'amour qu'a Philippe Sicard pour ses vignes. Comme tous les acteurs sont narcissiques, j'ai choisi comme une très belle peinture de Patrice Murciano sur le vin rosé, et Sylvain Bossu qui a fait le dessin avec le groin
Mais c'est autour du cochon, puisque j'ai une énorme collection de cochons. Voilà, la rosée cochonne était en dégustation ce matin à la pause vigneronne.